Une préparation, c'est long. C'est long et en même temps, ça passe à toute vitesse. L'entraînement, c'est tous les jours ou presque, et entre chaque stage avec l'équipe de France, les athlètes continuent de s'entraîner. Entre séjours norvégiens, reconnaissance du futur site olympique italien ou retour aux sources à la maison, l'été d'Éric a été bien rempli. Revivez avec nous une partie de cette préparation et découvrez un peu mieux la face cachée de la vie d'un biathlète de haut niveau durant sa préparation. Moi je m'appelle Eric Perrault, donc je fais du biathlon en équipe de France et aujourd'hui je vous propose un petit film qu'on a décidé de faire avec mon frère. Ça part d'un projet en fait où on aime tous les deux la vidéo, on aime tous les deux finalement filmer des trucs, essayer de monter un petit peu, on est très amateurs et on aime juste voilà, essayer de prendre un peu des vidéos moi de mon entraînement ou des fois même de l'entraînement de Marius quand lui il fait du vélo. Donc on partage un peu tout ça et aujourd'hui on essaie de faire un petit film sur la partie préparation en dehors de l'équipe de France, ce que je fais au final à la maison, entre les stages, entre les compétitions aussi et montrer un peu l'envers du décor sur des sites qu'on a moins l'habitude de voir. On a décidé de donner un autre regard là-dessus, sur cet entraînement-là et on va vous présenter ça aujourd'hui. Moi c'est Marius Perrault, je suis le petit frère d'Eric, 3 ans de différence pour être exact. Du coup j'ai suivi mon frère dans sa préparation de l'été. Là ça fait on va dire 2-3 ans qu'on a un petit peu cette même routine où on essaie quand même d'aller en Norvège pour avoir un stage et puis lui a quelques compétitions là-haut. Puis ensuite derrière voilà, des petits stages en famille, des petites vacances en même temps. Puis voilà, du coup nous avec Eric, tous les deux on aime bien la vidéo, on fait des petits trucs sur Instagram des fois, sur 2-3 photos, on a investi dans du matériel, enfin plutôt lui a investi. Et puis voilà, du coup ça donne un peu ce petit reportage. Cette année avec mon frère, avec ma famille, on a décidé de retourner tout au nord de la Norvège où ça faisait un long moment où on n'avait pas été, visiter notre grand-oncle, donc à ma mère. Pas mal. Qui lui vient du nord, comme ma grand-mère. Donc cette année on a décidé d'aller le visiter, ça faisait très longtemps et là-haut en fait ça fait vraiment du bien de retrouver toute la famille. Donc il y a mes grands-parents, il y a ma mère, il y a mes cousines, il y a mon oncle. Et en fait on passe des moments qu'on passait quand on était tout petit. Le nord de la Norvège, j'y vais très rarement, c'est tous les 5 ans. Notre grand-oncle avec Marius là-haut, il a un petit port. Lui il habite tout seul, il cultive ses patates, il pêche le poisson le matin. Du coup, quand on vient ici, on va avec lui, on fait sa routine finalement. On va pêcher le poisson le matin, on essaie de se souvenir comment on fait. Quand on rentre au port, on fait les filets. Et une fois qu'on a fait les filets, après on les met à chauffer, on les mange directement le midi en fait. On fait un gros repas de famille et on mange tous ensemble. Je suis planté. Hey fisken. Aïe aïe aïe. L'après-midi on peut faire autre chose, soit on repart pêcher un gros poisson le soir, soit on joue aux cartes, soit autre chose. Mais alors, encore une fois c'est des moments privilégiés que j'adore passer en famille. Et c'était trop bien de pouvoir le partager avec Marius, avec Chloé cette année qui est montée pour la première fois, avec ma mère, mes grands-parents, mon oncle, enfin voilà, toute la famille était là. Là cette année on a fait un concours de pêche, c'était assez sympa. Nous dans la famille on a quand même tous un instinct de compétition, on a beaucoup qui étaient biathlètes, mais on aime bien aussi faire d'autres compétitions un peu en interne. Bon, jour de course.
Ce matin c'est concours de pêche, donc on va aller mettre le gilet de sauvetage et puis let's go, je vais vous montrer mon setup après. J'ai pris le gilet qui pue le plus le poisson, ça peut m'en faire ramener. Magnifique. Maintenant on va prendre le bateau du milieu là. Enfin nous, moi plutôt, parce que toi t'auras les gros bateaux là qui vont couler. Exactement. On est en train de vider l'eau là. Et 4 catégories, le plus gros poisson, le plus de poissons, le plus petit poisson et le poisson plus rare. Et du coup, voilà, le but ça va être d'essayer de ramener tout ça. Et tous les perdants doivent aller se baigner. Voilà. J'espère que t'es pas un gros frileux mon gars. Parce que nous on restera sur le bateau. Ouais, bah prépare ton maillot de bain. Hein. Ça pêche ou quoi? Ouais, regarde. On a pêché 2 poissons. Ouais, c'est pas glorieux. Hein. Pas le gros beau temps, mais bon, ça pêche. Bon, petit topo sur nos adversaires qui sont là-bas et là-bas. Bon, on a encore du boulot, mais toujours deux. Bon, le concours est fini. On n'a pas été monstrueux, on va dire. On en a eu 4. Donc on n'aura pas le plus grand nombre. On n'aura pas le plus gros. On va espérer avoir le plus petit. Et peut-être le plus rare avec une morue, mais bon, il n'y a rien de rare dans une morue. Presque aussi beau que toi. Mais du coup, bon écoute, On croise les doigts. on verra bien. Ouais, ils ont tout rempli. Ils ont le sont remplis? Qui? Oh non. Ça c'est pas le tien ça non? Bilan d'histoire, pas ouf. Combien? Voilà, va falloir se baigner. Montre un peu avec les doigts là, je crois que ça se compte sur une main non? Non, c'est. Je peux pas. Il me manque des doigts. Ah ouais, je crois bien. Ouais. Faire du concours de pêche. Donc ça sera baignade ce soir. Eh ouais. Ouais, je suis un deg. Mais après on avait une canne à pêche pétée, on était que 2 sur le bateau. Donc on a toutes nos excuses pour dire qu'on aurait gagné largement. Bon bah rendez-vous tout à l'heure pour la baignade. Sur la fin du séjour tout au nord de la Norvège, on a fait une belle sortie avec Marius en montagne, c'était génial, on galopait dans tous les sens, on filmait d'ailleurs des très beaux rushs en drone. Et là, en descente, on descend ensemble, on descend à fond avec Marius. Et je me tords la cheville assez violemment. Eric qui se met une zipette. Forcément, on filme tout le long, mais pas là. Du coup, voilà, on n'aura pas la chute en vidéo. Mais là, il y a 2 issues. Souvent, dès qu'Eric tombe, ou bon, c'est pas souvent, mais soit il se relève et il rigole, ok, c'est cool, soit il s'énerve. Donc là, bon, il s'est avéré qu'il s'est énervé. Du coup, pas hyper bon signe. Il reste un petit peu au sol, il me dit bon qu'il a entendu craquer. Moi au début j'avais pris ça un peu à la légère jusqu'à ce qu'il me dise ça. J'étais un peu dans le flou sur le moment, je savais pas si c'était finalement juste une petite blessure qui allait m'embêter quelques jours ou si j'allais en avoir pour long. J'ai pas l'habitude de me blesser et à ce moment-là j'étais un peu dans le flou, donc j'ai réussi à rentrer quand même. C'était pas si grave que ça. Quant toi, vu que j'ai pas l'habitude de me blesser, je me dis ça va passer, la cheville est un peu enflée mais c'est pas très grave. Et puis je me souviens le soir, donc on avait perdu notre gage
avec Chloé, donc on devait aller se baigner. Heureusement, il y a toute la famille qui nous a rejoints, on a pu tous se baigner ensemble. Direction baignade en boitant, parce que je me suis pété la gueule ce matin. Et surtout parce que faire du concours de pléchir quand même. Donc ça c'est quand même le plus dur à encaisser, j'ai envie de dire. Et à ce moment-là, mon oncle, qui était ancien biathlète et ancien entraîneur aussi, découvre que ma cheville est enflée et que je m'étais fait la cheville. Là, il m'engueule, il me dit non mais c'est pas possible, faut que tu m'en parles vite. Et du coup, il va chercher du froid, il essaye de faire le maximum en fait pour stopper l'inflammation. Enfin bref, prendre en charge finalement la cheville, ce que j'ai pas vraiment fait. Et donc c'est ça qui est génial aussi, c'est que même si on passe un moment tous en famille, il y a toujours quelqu'un pour prendre soin aussi de ma vie d'athlète et de faire des choses que je fais pas toujours. Donc après ça, lui Eric, des fois il va s'entraîner un petit peu de son côté. Nous on reste avec les cousines, on fait des jeux de cartes. Je crois que c'était le deuxième soir. Pareil, on n'a pas trop pris la caméra à ce moment-là. On allait relever les lignes, donc là on avait des gros hameçons, là c'était vraiment énorme. Et les appâts, là, c'est carrément des petits poissons qu'on pêche pendant la journée. Et tout d'un coup, je sais pas s'il était pas trop près ou quoi, mais bon, il commence à se faire un peu tirer vers le bord. Donc là, bon, allez, un combat contre le poisson, il commence à le remonter. Puis là, on pêche un de ces poissons. Le truc, mais énorme déjà, à sortir du bateau, enfin la bête. Du coup, on le ramène sur la terre. Et puis nous, on n'avait pas la caméra avec Eric. On commence à se dire, bon, dès qu'on débarque, on court chercher le matos. Let's go, on va voir le gros poisson. On revient de la pêche. On a pêché un de ces énormes trucs sur la ligne. Du coup, on va le peser, mais il y en a qui misent sur 40. Moi j'ai misé 43, toi t'as misé combien? Moi je dis 45. 45, on verra. Et énorme. J'ai 43, mais je pense que ce sera plus lourd finalement. J'ai misé ça tout à l'heure, j'ai vu que tout le monde a mis plus haut. Bon, mais pareil. Allez, moi je dis 47. Alors, t'as un peu le seum là, non? Un peu. L'aiguille elle fait comme ça, genre c'est entre 43 et 50. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Moi je vois plutôt 43 perso. Le poids final, il est autour de entre 48 et 50 kg. Ça fait le tour un petit peu du voisinage, je crois, après. Donc, petit événement. On était sur la fin du séjour. À ce moment-là, je suis parti quelques jours sur la piste de ski à roulettes qui n'est pas très loin. C'est ça qui est trop bien en Norvège, c'est qu'il y a une piste de ski à roulettes il y a toujours une piste de ski à roulettes à moins d'1 heure. On va shooter. C'est un max. C'est bien, je fais le petit carnet pour noter un peu ce que j'ai besoin de faire. Travailler. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Tranquillou le soir, ça va être bien. Petit carnet. Travailler un peu à l'école. Qu'est-ce que t'écris? J'essaye d'écrire ce que je vais faire pour bien me remémorer parce que sinon c'est compliqué. J'oublie d'une séance à l'autre. C'est vrai qu'être en couple quand tu fais du sport de haut niveau, ça peut être très compliqué. J'ai besoin en fait d'avoir quelqu'un qui puisse comprendre mon univers, qui puisse comprendre le temps que ça prend. Je suis jamais là en fait. L'hiver, c'est vrai que j'ai mes périodes de compétition. L'été, j'ai mes périodes de stage. Et c'est ces petits moments finalement entre les stages où on peut se voir avec Chloé.
Et c'est important même pendant ces moments-là, comme je l'expliquais, finalement c'est des moments où je dois encore m'entraîner. Donc c'est un travail qui prend quand même beaucoup de temps. Mais là j'ai quand même la moitié du temps qui est passé en dehors de la maison et le reste du temps j'ai quand même mes séances de sport à faire. Et c'est vrai que pour un couple c'est pas facile. Moi j'aime bien accompagner Eric à ses entraînements, être sur le pas de tir avec lui. Je trouve que ça nous permet de passer quand même un peu du moment ensemble, même si je fais pas la même séance que lui, j'essaie de m'occuper par d'autres activités que j'aime bien ou avoir un peu de temps calme. Mais je trouve que ça permet quand même de nous réunir, d'être ensemble et de pouvoir aussi regarder comment ces séances elles se passent. Mais voilà, j'ai de la chance qu'elle soit là, qu'elle me soutienne bien et voilà, c'est une personne avec qui je peux faire beaucoup d'activités, donc j'ai cette chance-là, ouais, j'en profite. Donc on est parti avec Chloé pour initialement faire du ski à roulette là-bas. Et finalement, j'ai dû me contenter de faire du renforcement, de la musculation. C'est là où j'ai travaillé aussi avec les préparateurs en France pour essayer de diagnostiquer finalement ma cheville, vu que je savais pas trop ce que j'avais. Je me suis rendu compte que la blessure était un peu plus importante que prévu, c'est-à-dire que je n'allais pas juste faire 3 jours et pouvoir passer à autre chose. Je pouvais pas faire de ski à roulette, c'était très frustrant et on a essayé de diagnostiquer un petit peu. J'ai finalement passé un IRM aussi et c'est vrai que j'avais quand même un arrachement osseux dans la cheville. Au final, je sentais plus rien vu que j'avais plus de ligaments, comme je rigole à dire. Mais sur le coup, je pouvais pas pratiquer beaucoup le sport, donc j'ai dû me contenter de faire beaucoup en salle de musculation, ce que je déteste globalement. Mais voilà, j'ai pu tirer, j'étais avec Chloé, donc on a quand même passé des bons moments, mais c'était un moment finalement un peu, oui, pour un athlète de haut niveau, quand on se blesse et qu'on sait pas trop, qu'on sait qu'on peut rattaquer la compétition, qu'on peut même rattaquer l'entraînement, c'est un peu frustrant. Donc ça va pas mal. Là j'ai fait un peu un bandage pour éviter que ma cheville elle parte dans le sens. Ouais, c'est bien. Donc je sais pas si c'est bien fait, voilà, j'essaie de faire. Ça protège un peu. Et après, il faut pas hésiter à faire le montage qui t'a fait un peu le premier jour pour dégonfler, mais déjà, il a l'air d'avoir amélioré, non? Ouais. C'est plus ça le truc, c'est qu'en fait, ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas faire de thérapie manuelle, tu vois, pour te travailler la cheville, etc. Ça, c'est ouais. Mais bon, c'est du jeu. donc tu dis sur la malléole. Sur la malléole, Ouais, j'ai un petit peu mal. Un peu sensible, et quand tu vas remonter le long de l'os, est-ce que t'as mal? Ouais, non, ça va, c'est pas énorme, un tout petit peu. Ok. En dessous, pas d'avant. Ouais. En dessous. Sensible. Bah là ça va, mais. Forcément sensible. Là ça va, mais en fait je me souviens que c'est là où j'avais mal au début, mais là j'ai plus mal. Mais ouais, ça a tourné genre. Ouais, comme ça quoi. Franchement, globalement, c'est pas mal. Alors, ça dit quoi? Bah écoute, ça dit qu'on va bosser. On va bosser tranquillou. On va laisser un peu le temps faire. Et puis lundi, j'aurai plus de réponses avec l'échographie. Donc j'espère que ça va pas trop mal. Mais ça a l'air moins pire que prévu. Donc on verra. On va laisser le temps faire. Let's go! Tu fais vachement une muscu là. Au boulot. Quand on est parti à la piste de ski à roulette, j'ai croisé des jeunes là-bas que mon oncle connaissait et on a fait quelques séances de confrontation. J'aime bien finalement ces moments-là où il y a des jeunes qui me challengent un petit peu, qui ont envie de faire des séances ensemble et j'aime bien partager aussi un petit peu les petites choses que je connais. Je pense qu'il y a toujours à apprendre, que ce soit des plus jeunes ou des plus anciens. J'ai toujours été avec des plus anciens en groupe et j'ai beaucoup appris d'eux. Et de pouvoir finalement voir des plus jeunes que moi, c'est pas souvent. Et j'aime bien aussi m'inspirer de ce qu'ils font. Et là, on a fait quelques petits concours de tir, c'était sympa. Je pouvais pas courir, je pouvais pas faire de ski à roulette. C'est un peu frustrant, mais au moins j'avais
j'avais un peu de concurrence pour pimenter le séjour. Ok, ça fait d'être le champion du pas de tir là. Content. Au moins une bonne nouvelle ce matin. Donc, pas mal. Mais là, ça caille un peu là entre la pluie, le petit vent, je sens que ça grelotte un peu. Il fait froid. Non, ça va. Il fait pas très froid, moi je trouve. Oui, il est un peu chaud, hein. Franchement, mec, t'abuses. Hein. Et après le nord, on va chez mon oncle, chez notre oncle avec Marius, donc le frère à ma mère qui habite là-haut, au milieu de la Norvège, autour de Trondheim. C'est isolé de isolé, un peu comme au nord d'ailleurs, hein, mais lui il a sa petite maison. Quand on va là-haut l'hiver, il a sa dameuse, il trace les pistes de ski. Il a fait construire un pas de tir pas loin de la maison. Il y a quasi personne qui s'entraîne là-haut. Et il y a 12 cibles électroniques, enfin vraiment du matos de fou et en fait de me retrouver tout seul à pouvoir utiliser ces infrastructures, c'est assez dingue. Comme je disais, il y a toujours un pas de tir à moins d'1 heure. Là, on a beau être perdu complètement dans la pampa avec peut-être 3 bouts de maison autour, il y a quand même un pas de tir qui se situe à 20 minutes. Donc on a passé un bon moment là-haut. J'étais pendant ma rééducation un peu de cheville. J'ai pu rattaquer le ski à roulette progressivement à ce moment-là. Et donc j'ai profité de la piste de ski roue un petit peu pour faire quelques intensités progressivement. J'étais en dialogue beaucoup avec Simon, mon coach en France, pour dire voilà, est-ce que je peux rattaquer, est-ce que j'attends encore un petit peu quelques séances. Donc j'étais pile dans l'entre-deux, mais j'ai déjà pu profiter du pas de tir, des infrastructures. Ah merde, devinez qui c'est qui a craché son drone. Normalement il fait un dip. C'est le pire endroit je crois. Filmer, hein, c'est vraiment le moment intéressant du vlog. Alors Le drone est à la maison. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il y a mon oncle aussi qui est beaucoup venu et j'aime beaucoup partager des moments avec lui. Voilà, lui il a été ancien biathlète et puis il a aussi entraîné les Norvégiens, donc il peut me donner pas mal de petits conseils sur les entraînements de l'époque, sur ce que lui pense bon, et ça apporte toujours un regard extérieur qui est très intéressant pour moi. Donc on était j'ai envie de dire tous les quatre avec mon oncle qui m'aidait à m'entraîner, Marius qui pouvait filmer un petit peu, Chloé qui était là aussi pour faire les séances avec moi. J'ai une chance inouïe en fait d'avoir un entourage qui est vraiment présent et qui m'aide en fait à pouvoir pratiquer mon sport au mieux possible. Ja, jeg er jo onkel til Erik, og jeg har jo også en bakgrunn som skiskytter, både som aktiv selv. Ikke like god som Erik, jeg har kun en 6. plass i VM, men jeg har jo jobbet som landslagstrener, både på juniorlandslag i Norge og seniorlandslag. Og der jeg har hatt ansvar for veldig gode løpere som Ole Einar Bjørndalen og Emil Egle Svendsen blant andre. Jeg har veldig mange forskjellige minner. Hvis det er for meg selv, så tror jeg nok at det er i 1994, tror jeg det var, eller 1995, jeg husker ikke helt sikkert, men
Da gikk jeg siste etappe på verdenscupavslutningen på stafett. Og da kom jeg og en franskmann inn på siste stå. Og jeg skjøt fullt hus og kom først i mål. Og det var Norges første stafettseier på over 10 år. Så det synes jeg var litt artig minne. Ja. Hvis jeg skal si et minne i forhold til ikke meg selv, men for eksempel Erik, så var det jo spesielt gøy. Jeg satt og fulgte med på TV når han tok sin første verdenscupseier. Og da må jeg innrømme at jeg drikker ikke så mye alkohol, men da ble det en liten fest. Ja. Nei, jeg liker jo best onkel. Familie, det er noe du har for evig, mens en toppidrettskarriere, det var en kort, intensiv del av livet. Så det er nok onkel som er artigst, men jeg synes jo det er litt gøy å, sånn som nå, og kanskje gi noen tips og råd. Så det er ikke sikkert at han får bruk for dem, men kanskje han kan få bruk for dem en dag. Jeg opplever jo Erik som han er veldig målbevisst, og han har satt seg noen veldig tydelige mål, og trener veldig mye for å nå målene sine. Så det er jo ikke et minne, men det er kanskje mer en oppfattelse av at han er en som vil veldig mye, og som kan klare å oppnå alle målene sine hvis han er bare tålmodig. Tror du Erik har en sjanse til å vinne verdensmesterskap? Ja, det er jeg helt sikker på at han har. Om han klarer det allerede denne vinteren, eller det er jeg ikke sikker på, men at han har mulighet til å nå så langt, det er jeg helt sikker på. Jeg har sett mange, jeg har trent mange som har blitt verdensmester, og jeg ser mange av de samme tingene på Erik som jeg har sett for eksempel på Ole Einar og på Emil Svendsen. Sånn at jeg tror absolutt han kan bli det, men det er en lang vei fram, og det er mye som kan gå galt. Men han har absolutt mulighet til å være en av de som kan klare. Et je profite également, quand je suis là-haut, on profite avec Marius, on a tous les deux la double nationalité due à notre maman qui est de là-haut, qui est de Norvège. Et de pouvoir profiter de cette culture norvégienne aussi quand on est là-haut, c'est vrai que c'est des moments où c'est un petit peu différent, notamment la culture du ski nordique qui est très présente, et vu qu'on pratique tous le ski nordique dans la famille, c'est vrai qu'on se sent dans notre élément, et le fait qu'il y ait des pas de tir en fait à moins d'1 heure à chaque fois, n'importe où on est, malgré le fait qu'on soit perdu, ça représente bien cette culture nordique très présente en Scandinavie. On a la chance du coup dans cet endroit-là, chez mon oncle, qui est un endroit un peu perdu, j'ai envie de dire, au milieu de la nature, comme beaucoup d'endroits en Norvège d'ailleurs, de profiter de paysages vraiment magiques. On est allé une fois se baigner dans un petit bain naturel, c'est juste un lac tout simplement. C'est vrai qu'on a partagé un moment aussi en famille en ball-trap ce coup-ci. Alors il y avait le concours de pêche quand on était au nord de la Norvège, et là il y avait le concours de ball-trap. Toujours un bout de concours qui traîne dans la famille. C'était assez amusant. Pour certains c'était la première fois. Chloé, c'était la première fois qu'elle faisait du ball-trap. Ça se fout un peu plus que la carabine quand même, donc dans l'épaule faut être un peu plus présent. J'aime beaucoup pratiquer les différentes formes de tir. Je trouve qu'il y a beaucoup d'apprentissage aussi à prendre. Là c'est du tir à la volée en fait, et c'est assez magique. Stress sur une échelle de 10. Mon stress Ouais. 10 mais multiplié par 2. C'est bon ça. Ja! Ja!
Sur le milieu de ma blessure, je pouvais pas pratiquer beaucoup de sport en montagne et du coup on a décidé de faire une rando. Moi c'était trop bien pour moi de pouvoir passer du temps tous ensemble et de pouvoir faire une petite activité quand même. Et puis on a profité du coup avec Marius et Chloé d'aller dans leur petit chalet, le petit chalet à notre oncle et à nos cousines. On a ramassé des vraies myrtilles. Et je vous jure qu'elles sont trop bonnes. Bon, après, elles sont pas aussi bonnes que celles en France. Qui se situe perdu au milieu de nulle part, c'est incroyable. Tu te dis qu'est-ce que ce chalet peut faire ici. Vraiment ils ont construit un chalet, il n'y a rien, je sais pas combien de kilomètres à la ronde. Donc bien sûr on y va en sac à dos, on prend notre nourriture sur le dos et on monte. Et puis on a fait le trajet du coup avec notre cousine Sigrid et puis son copain. Arrivé là-haut c'était le soir et on est directement allé au lac qui est juste à côté. Elle a décidé de se baigner. Nous, en tant que Français, on ne s'est pas baigné du tout. On n'avait pas envie. Mais voilà, ça donne des paysages magnifiques, des moments incroyables. C'était la tombée de la nuit. Elle s'est baignée sur la tombée de la nuit. Après, on a passé la nuit là-haut. On a joué aux cartes, on a fait plein de jeux. En fait, c'est des moments qui sont uniques parce que c'est pas souvent aujourd'hui, surtout quand pour mon cas, je voyage beaucoup, je passe du temps dans les aéroports, dans les villes, même si nos sites de ski nordique sont parfois un petit peu isolés, j'ai l'impression qu'il y a toujours du monde autour, ça brasse toujours, on est toujours connecté, il y a beaucoup de réseaux sociaux qui tournent tout le temps en continu sur notre téléphone. Quand on est au final dans un endroit comme ça qui est isolé, où il n'y a rien et on se retrouve juste en famille, on peut faire des jeux et passer du temps, en fait faire du social, ce qu'on fait beaucoup moins aujourd'hui et ça fait du bien. J'ai l'impression de me déconnecter un peu du temps et en même temps j'aime bien dire du coup j'ai l'impression qu'on se reconnecte un petit peu à ce moment-là quoi finalement. C'est vrai que la tombée de la nuit, elle se fait beaucoup plus tard l'été. Quand on était au nord de la Norvège, il fait jour toute la journée en fait. Il n'y a pas de tombée de la nuit. Donc le soleil de minuit est magnifique en fait. Il y a un paysage qui est incroyable. Et quand on redescend à peine plus au sud, là on retrouve un petit peu la nuit, mais c'est très léger et ça vient très tard. Alors, c'est dit quoi? Concentrer un max. Pas dégueu. Et quelle heure? Guess what's time? Ah, j'arrive. Yeah boy. Dernière étape de notre séjour norvégien, on redescend dans le sud où finalement c'est là où habitent mes grands-parents, c'est de là où vient ma mère. On y a vécu 1 an avec mon frère à cet endroit-là, ça s'appelle Ålgård, c'est à côté de Stavanger, la grosse ville, et de Sandnes où habitent mes grands-parents. Mais nous on habitait à Ålgård parce que ma mère était du club de Figgjo, alors ça fait beaucoup de noms mais en fait c'est de là où vient toute la famille de ma mère et c'est là où elle a commencé le ski. C'est là où mon oncle aussi a pratiqué le ski, c'était leur club. Et on a eu la chance avec mon frère Marius et puis toute ma famille de vivre 1 an là-haut, où on a pu aller à l'école, où on a pu finalement découvrir un peu plus en profondeur ce que c'était que la culture norvégienne. Juste après ça, j'ai rejoint le stage de la fédération qui se déroulait à Sandnes, parce que chaque année là-haut, il y a les courses du Bing Festival, ça s'appelle. C'est un festival de biathlon et de ski de fond, en fait, de ski nordique. Et chaque année on se retrouve là-haut et c'est vrai que j'ai les souvenirs de quand j'étais petit et que j'allais justement à ce festival-là qui se trouve dans la ville de mes grands-parents.
et où je voyais l'équipe de France s'entraîner. Il y avait Martin Fourcade et tous ses coéquipiers qui s'entraînaient. Et je me souviens, moi j'étais tout petit et je m'entraînais avec mon père là-haut, avec mes grands-parents. Et je voyais l'équipe de France s'entraîner, j'étais là, wow, c'est la classe quand même. Et aujourd'hui c'est marrant parce que je switch d'équipe, je passe dans l'équipe de France et je me dis, c'est génial, je me retrouve au même endroit finalement 10 ans après, avec certains mêmes athlètes d'ailleurs, et je vis l'aventure de l'autre côté. Donc je participe aux courses comme je l'ai fait quand j'étais petit, mais maintenant avec la casquette équipe de France. Donc on a fait le stage là-haut avec eux, et après on a fait les courses. Il y a 2 courses mythiques, il y a la course de la montée où on monte la montée d'un fjord, donc on part en bateau, on fait tout le fjord jusqu'au fond, et là se retrouve une montée phénoménale. Et la deuxième c'est en ville avec le public, et là il y a une vraie belle ambiance, et du coup j'ai pu faire les courses cette année avec l'équipe. Il y avait aussi le concours de tir, c'est vrai que c'est le 3e événement un peu mythique, le concours de tir là-haut, et ça me tenait un peu à cœur cette année parce qu'avec ma blessure j'étais pas sûr de pouvoir courir toutes les courses. Par chance j'ai pu le faire, donc je suis super content. Mais le concours de tir, j'ai dû m'y préparer parce que je me suis dit que c'était peut-être le seul événement que j'allais pouvoir faire. C'est la première fois que je gagne ce concours de tir. Donc j'avoue que ça m'a fait quelque chose. Je sentais que j'avais pas une grosse forme sur les premières courses, que ce soit la montée, j'ai pas très bien réussi, ou la première course en ville. Mais j'ai retrouvé une bonne forme sur la dernière course, sur le relais que j'ai partagé avec Julia. Et ça a fait du bien, je pense, après cette longue période, de retrouver une course où physiquement je me sentais au point, je sentais que je pouvais rivaliser, et j'ai pu clôturer correctement ce voyage en Norvège. Après, en rentrant de Norvège, je rentre à la maison, il y a un petit moment de break, et suite à ça, il y avait une petite période qui était propice où je pouvais repartir en stage. Moi de mon côté en tout cas, c'était une période qui était entre 2 stages, et entre 2 stages, c'est important pour nous de continuer de nous entraîner en fait. J'ai la chance d'avoir une famille qui me suit à fond dans mon projet, et d'avoir que ce soit mon père qui est entraîneur aussi en équipe régionale, donc en Savoie, ou même mon frère qui est aussi issu du même milieu et avec qui je partage pas mal de passion. Ma copine qui me suit dans à peu près tous mes délires de sportif. Donc en fait avec cet entourage là, on a décidé de partir en vacances entre guillemets en Italie. Pour certains ça a pu être un peu des vacances en montagne. En tout cas on a essayé tous de tourner pour que ceux qui voulaient partir en vacances à la montagne partent en vacances à la montagne. Non, pour y aller du coup Terselva c'est pas très loin. Quand on y va en Coupe du Monde, on y va aussi en voiture. Donc là on a pris la voiture familiale, sauf que il y avait pas de place avec tout notre bordel de sportifs. On était 5, donc avec ma copine Chloé, avec Marius, mon frère, mon père et puis sa compagne. Donc on avait 5 vélos déjà, donc là c'était le bordel. Il y avait la carabine, les ski roulettes, les bâtons, nos bagages. Donc on a pris une remorque. Pour le chargement c'était folklore. Ça s'est bien passé, mais il était sport on va dire. Moi j'allais partir en Terselva, sur le site qu'on connaît tous de Coupe du Monde, pour prendre des points de repère pour les Jeux Olympiques. Je pense que c'est un projet que je construis avec mon père depuis un bon moment aussi, et on a décidé tous les deux, on s'est dit que ça pouvait être un bon moment de partager un stage en commun, et quoi de mieux d'aller chercher des points de repère sur le site des Jeux de l'année prochaine. C'est vrai que je pense que je leur dis pas assez, mais c'est tellement important de pouvoir partir dans un cadre familial. Moi j'adore ça.
En équipe de France, on a notre structure, on a tout qui est mis en place. Mais je trouve que c'est important aussi d'avoir ces moments individuels où je peux aussi faire ce que moi je semble bien et me préparer aussi un peu de mon côté. Avec mon père aussi qui peut me donner ses points de vue. Lui, il a couru là-bas. Il a d'ailleurs fait une médaille au championnat du monde en 95. Je crois que je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même un site qu'il apprécie et de pouvoir retourner avec lui sur ce site-là, c'est privilégié pour moi. En tout cas, c'était vraiment un bon moment. C'est pas souvent que ça arrive dans la préparation, donc j'ai vraiment apprécié ce moment-là. Quelle séance aujourd'hui, monsieur Perrault? Aujourd'hui, séance de sport. Bah, un peu de sport. C'est pas mal, ça change. Avec un peu de tir et de ski de fond. Sans ski de fond. Beau. J'ai envie de travailler un petit peu ma position en prouesse, en insta. Répéter un petit peu plus le mouvement, la sortie de pas de tir un petit peu. Avec les cannes et les dragons. Je pense que ce serait bien de répéter encore des séries de tests. Ouais. Profiter du site pour engranger les repères. Je me suis beaucoup entraîné en Terre-Selva. J'ai essayé de prendre beaucoup de points de repère. C'était aussi le thème du stage, de pouvoir préparer ces Jeux Olympiques qui arrivent l'année prochaine. Il y a une nouvelle arrivée en Terre-Selva, donc il y a le pas de tir, et avant on coupait pour aller à l'arrivée avant le pas de tir, ce qui faisait une arrivée un petit peu difficile d'accès et où le sprint final se faisait un peu en amont. Une fois qu'on était devant sur le pas de tir, dans l'emballage final, c'était plié, c'était fini. Aujourd'hui, ils ont rajouté une boucle à l'arrière du pas de tir, ce qui fait qu'on a une arrivée beaucoup plus longue et où le sprint final pourra se faire jusque dans les derniers mètres. C'est important pour moi de prendre ces points de repère, de pouvoir déjà être sur place pour voir à quoi ça ressemble. On va avoir l'occasion cet hiver d'y retourner pour faire une vraie course dessus. Mais je pense que c'est des points de repère qui sont intéressants. J'ai pu le travailler un peu avec mon père aussi. Il m'a donné son point de vue, ses conseils. Et je pense que voilà, c'était des points clés un peu du stage de voir le site Terre-Selva aussi autrement l'été. Je ne le connaissais pas l'été, de pouvoir être sur le pas de tir aussi. Et voilà, m'imprégner des lieux. C'était un des points clés du stage. Et travailler les petits aspects techniques comme ce finish, comme cette dernière ligne droite qui sera je pense cruciale pendant les Jeux. Et puis après, en termes d'entraînement, on a profité des Dolomites. On est allé voir les 3 grosses dents là. Elles sont magiques. On a couru avec mon frère à bloc autour de ces dents. C'était merveilleux. Alors pour nous qui aimons du coup faire des belles images, c'était magique. On s'est régalé. Donc il y a une deuxième partie du stage en Italie où j'ai voulu changer aussi d'endroit. C'est important du coup dans cette thématique de stage aussi de retrouver de l'altitude. C'est pour ça que je vais chercher aussi un deuxième site au Passo di Lavate où je me retrouve à peine plus haut, donc à 1800 mètres. Donc j'ai fait pas mal de séances. Quand on est arrivé, il a neigé. Le premier jour, il a neigé, donc c'est la première neige de l'automne. Et puis après, le deuxième jour, la neige est partie, on a pu brosser un petit peu la piste.
après l'Italie, après donc Anterselva et puis Lavazze, on est rentré. Là, je suis directement allé en stage avec l'équipe, du coup de retour en France pour finir ce bloc de 3 semaines en altitude. Suite à ça, il y a eu quelques courses de préparation, à nouveau des stages avec l'équipe, et puis se retrouve ces périodes d'entre-stage dont je parlais, où je me retrouve à la maison et où j'ai un programme d'entraînement qui est finalement tout aussi important qu'en stage. Donc j'en profite souvent à la maison pour me retrouver sur mon site d'enfance, sur mon site de club à Pézé-Val-Landry. Et là, j'ai la chance d'être accueilli par le camping des Lanchettes, avec François qui m'accueille. Et du coup, quand je me retrouve là-haut, finalement, c'est génial. L'automne, il y a personne sur ce site-là. Je me retrouve vraiment tout seul et je peux faire des super séances de qualité. Dans ce petit camping, du coup, je profite d'un petit chalet qui me permet en fait d'être à 100 mètres du pas de tir. Et c'est ce qui me permet d'optimiser finalement toute ma journée d'entraînement. Donc j'en profite pour bien m'entraîner. C'est des périodes qui me ressourcent aussi beaucoup. On se retrouve à 2 avec Chloé dans le chalet. Moi je fais un peu mes séances, Chloé elle fait un peu sa vie. On se fait à manger tous les deux. Et puis voilà, c'est une vie au final assez simple. Je vois pas grand monde. C'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, il y a aussi un critère qui est important pour éviter de tomber malade. C'est pratique de s'isoler parfois un petit peu sur des périodes pour pas choper les maladies qui traînent des fois sur le temps d'automne. Donc voilà, finalement là-haut c'est optimal pour moi à PZ de prendre ce temps-là à domicile. Notamment là j'ai fait quelques séances avec le comité. C'est aussi intéressant quand je suis à domicile de trouver d'autres personnes, de trouver de la concurrence avec qui je peux m'entraîner. Et là c'était trop bien, j'ai pu faire quelques séances avec le comité ski de Savoie, duquel je suis issu de formation aussi. Et là du coup je retrouve les jeunes qui sont entraînés du coup par mon père. Donc on collabore pas mal pour échanger, pour faire des séances en commun. Donc on a fait des séances d'intensité ensemble et c'est super intéressant. Ça me permet de me jauger aussi un petit peu. Et il y a des très bons concurrents, donc il y a eu des bonnes séances relevées. Voilà, c'est les moments qui sont super intéressants où je profite voilà, de toutes ces personnes autour de moi pour progresser. Puis après, il y a beaucoup de séances où je suis seul. Donc c'est important pour moi, cette vallée, elle a vraiment du sens. Et j'aime me retrouver un peu aussi tout seul l'automne, juste avant la préparation finale, enfin même pendant la préparation finale, là-haut, avec mes anciens souvenirs. Voilà, j'ai un attachement assez fort à cette vallée et à la montagne qui l'entoure. C'est vrai que là, cette période à PSS cette année, elle se retrouve juste avant mon dernier déplacement en Norvège. Après, je rentre plus à la maison jusqu'à Noël. Ça va faire une période de 7 semaines où je retrouve pas ma famille et pas mon site d'entraînement habituel, pas ma maison.
au final, après ces trois stages, un peu hors fédération, c'était un peu la thématique qu'on voulait montrer avec mon frère, c'est ce qu'on voulait partager, c'est finalement qu'est-ce qui se passe quand on ne voit pas, que ce soit sur les écrans, que ce soit à la télé, soit sur le téléphone, soit via l'équipe de France. Qu'est-ce qui se passe dans tous ces moments-là et voilà, finalement c'est beaucoup de retrouvailles avec mon entourage, avec la famille. En tant qu'être humain, c'est vrai qu'on est toujours considéré comme athlète, on est toujours catégorisé et finalement je me retrouve toujours face à la caméra pour faire le show et faire ce que j'aime finalement. Mais c'est tous ces moments-là qui sont super importants pour moi et pour ma famille, pour partager et rester humain finalement. Quand tu es engagé dans du sport de haut niveau, tu es tellement focus sur les compétitions, sur les entraînements, que c'est facile finalement de s'égarer des temps qui sont super importants en famille et à la maison. Et avec l'entourage que j'ai, ça me rappelle que ces moments-là ils sont tout aussi importants et que je dois en profiter énormément. Comme j'ai l'impression que j'ai toutes les cartes en main cette année pour pouvoir faire ce que je veux, faire ce que je rêve. Donc voilà, je vais essayer de vivre ma passion au maximum. Et voilà, après il n'y a plus qu'à faire des bonnes courses. Et puis j'espère qu'on se retrouvera pour faire d'autres films, d'autres aventures.